Il y a des enjeux qui sont très concrets, qui sont éminemment sociaux et évidemment politiques. C'est l'enjeu évidemment du réchauffement climatique. Ça, c'est l'enjeu qui nous apparaît, qui nous saute au visage. Et puis derrière cet enjeu qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, sans vouloir reparler de la forêt systématiquement, je dirais qu'il y a comment changer ensemble et que ce soit aussi un changement social qui soit heureux pour tous. Et derrière ça encore, un des grands enjeux, c'est de ne pas paniquer, c'est-à-dire de rester quand même heureux. Et moi, je pense à ça surtout par rapport aux plus jeunes qui sont en train de grandir avec cette perspective. Et on doit leur laisser la possibilité de rêver, de vivre, d'être insouciants. Cette insouciance, ils doivent aussi y avoir droit et avoir leur part de cette insouciance. Et donc, je pense qu'un des grands enjeux, ça va être aussi de résister mentalement et de garder une part de joie et de bonheur de vivre, en fait, tout simplement. Je pense que ce sont des ressources qu'on trouve dans les liens qu'on a avec notre entourage, avec nos proches, et les ressources qu'on doit développer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire des jardins secrets, des refuges intimes. Alors ça, c'est très lié à mon travail, parce que je pense que j'ai eu besoin justement de créer des œuvres lieux et des œuvres un peu refuges, des lieux de cachette ou de perte, mais qui sont quand même liés à la question de l'intériorité. Je crois que si on arrive à trouver ces deux liens, à l'intérieur et autour de soi, c'est déjà très bien. Et après, la façon qui est vraiment d'une banalité extrême, mais qui est quand même la plus simple, c'est la curiosité. C'est-à-dire que si on a un peu de curiosité, il n'y a aucune raison de s'ennuyer dans la vie, puisque tout est un fil à tirer qui mérite et qu'on s'y attache et qu'on le développe et qu'on le creuse. Donc si on est curieux, forcément on est de plein pied dans les choses. Et finalement c'est ça qu'on perd quand on perd l'enfance, c'est cette capacité à être toujours dans un lien direct et de plein pied avec les choses, puisque les enfants quand ils sont heureux, quand ils sont fâchés, mais il n'y a pas énormément de transition et ils peuvent se laisser absorber par le monde qui les entoure. Et je crois qu'on doit trouver justement à travers la curiosité, à travers une façon de développer des vrais goûts qui nous portent, qui soient riches, qui soient profonds. C'est des moyens d'aller tirer ces ressources en soi-même. Je dirais que pour moi, c'était un refuge parce que je crois que beaucoup d'artistes, pas tous, mais un certain nombre d'artistes deviennent artistes parce qu'ils arrivent dans ce monde et comme beaucoup d'êtres humains, ils se sentent très inadaptés. Donc ça a été mon cas. Au départ, je me disais, oulala, ça va être compliqué. Où est-ce que je me fais ma place là-dedans? Ça me semblait vraiment difficile. Et donc j'ai eu envie de me créer des refuges, mais quelque part aussi de créer des œuvres mondes pour finalement, plutôt que d'aller vers les autres, plutôt vouloir les faire rentrer chez moi, quoi, voilà, dans mes espaces. Et ça a été quelque chose on parle beaucoup de réparation aujourd'hui, mais qui a réparé beaucoup de choses, parce qu'à travers cette façon de communiquer, tout ça est devenu concret, et du coup, j'ai pu m'insérer dans le monde, entre guillemets, dit réel, mais à travers... Voilà, donc il y a eu un double mouvement, au départ, qui est un peu un repli, mais un repli que j'ai voulu... un repli vers l'imaginaire, vers l'intériorité, et au contraire, pas un repli de peur et de rejet. Et puis faire rentrer petit à petit dans mes forêts, dans mes grottes, dans mes petites architectures, etc. Et partager ce monde. Et du coup, il se diffuse. Alors, du coup, ça devient sérieux, ça devient concret. Vous m'interviewez aujourd'hui. Et alors, je finis par avoir aussi des interactions dans la vie réelle et de sortir de cette bulle, justement, dans laquelle j'ai eu envie de me mettre au départ, entre peur et protection. Alors, aller vers l'art, c'est un appel que j'ai eu très jeune.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de vocation est un tout petit peu moins à la mode. Parfois, les gens ont du mal à dire « Ah, la vocation, ça fait un mot qui fait peur ». Moi, je crois que je ne sais pas si j'avais une vocation, mais en tout cas, j'ai eu un appel extrêmement jeune, vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Je me suis dit « Je veux être peintre ». Enfin, ça a été assez immédiat. J'ai tout de suite eu envie de faire ce métier, ou en tout cas un métier artistique et dans la création. Et il y avait deux mondes qui m'intéressaient, c'était beaucoup la peinture et puis le théâtre, la scénographie. Et je crois qu'on retrouve ça d'ailleurs dans mon travail, puisqu'il y a aussi un lien avec l'idée d'artifice, de décor, de lieu du récit possible, même si le récit finalement il n'advient pas, mais en tout cas il pourrait être le décor d'un récit ou d'un conte ou de quelque chose qui se produit dans les œuvres. Je pense que c'est assez présent. Donc dans mon cas, ça a été très très jeune. Ensuite, la façon de travailler, comment on creuse son chemin, comment on se relie à des choses qui ont pu nous marquer à des moments, comment en fait on arrive à être attentif à quelque part à l'alchimie personnelle qu'on a, c'est assez long. Parce qu'en fait, quand je me retourne, je vois qu'il y a un fil qui paraît très évident et très logique. Il y a presque comme un esprit d'escalier qui fait qu'une chose en amène une autre et tout ça semble un parcours sans aspérité, entre guillemets. Mais ça, on en a conscience après, quand il y a un petit peu de temps qui est passé et on se dit « Ah bah oui, forcément, je m'intéressais à ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça ». Et on voit en fait comment notre parcours nous charge et que de tout ça, on va faire quelque chose de cohérent. Mais à la base, rien n'est cohérent. C'est la façon dont ensuite on l'articule qui rend en fait quelque chose de disparate et de composite, qui le rend cohérent et qui en fait quelque part un chemin et un sillon. Donc dans mon cas, il y avait des influences très diverses liées à l'architecture, parce que j'avais fait 1 an d'architecture juste après le bac avant de tenter les beaux-arts et de rentrer aux beaux-arts. La question de l'architecture, de la nature, du jardin. Il y avait aussi tout un rapport aussi à l'Italie, au voyage en Italie, au retour vers des sources. Et puis si on pense au voyage en Italie, c'est un voyage vers la Renaissance, mais la Renaissance, c'est un voyage vers l'Antiquité. Donc cette idée aussi de continuité comme ça dans l'histoire. Et ça, ce sont des choses que j'ai mis du temps à mettre en place dans ma pratique parce que c'était un moment qui avait fait de toutes ces questions-là des choses très périphériques dans l'art. Et en fait, j'ai réussi à trouver une façon de rejoindre des goûts et des obsessions à travers finalement 2 fascinations. C'était la première était justement une vision un petit peu plus classique, le grand tour, des choses qui sont aujourd'hui très désuètes en fait et presque surannées. Et de l'autre côté, le choc que j'ai eu à travers différentes pratiques artistiques sur justement la façon de déclassifier le rapport aux matériaux. Et ça, c'est vraiment le grand changement dans l'art qui commence au XIXe siècle et puis qui se prolonge comme ça tout au long du XXe siècle. C'est de déclassifier les genres artistiques et ne plus en mettre un au-dessus de l'autre et quelque part remettre à niveau des choses qui semblaient des arts mineurs, entre guillemets, qui deviennent les arts majeurs. On peut penser à plein d'artistes comme par exemple tout le rapport des peintres qui vont aller peindre sur le motif, dans le paysage, des choses qui étaient considérées comme pas la peinture d'histoire, pas la grande œuvre. Et ça devient central. Et puis ensuite, ce mouvement sur le sujet devient une réflexion sur non plus le sujet, mais sur les matériaux qu'on utilise pour traiter le sujet. Donc le matériau même de la peinture, à travers l'arrivée de l'abstraction, donc la peinture comme matière en soi et comment on la traite. Donc ça a été quelque chose de très important, mais qui m'a parlé. Et puis de nombreux artistes, notamment jusqu'à l'arrivée de tous les artistes de l'arte povera, qui eux vont utiliser la matière comme quelque chose qui est en potentielle transformation. Et ça m'a fascinée, ça m'a donné cette liberté d'aller chercher un matériau industriel, quelque part qui est un peu, disons, le carton, c'est vraiment un matériau qui participe à la fois du désastre du monde, puisque
une fois qu'on a inventé les containers, c'est génial qu'il y ait aussi des boîtes pour pouvoir diffuser tout ça partout. Donc en fait, on voit bien à quel point cette espèce d'architecture pour les choses, pour les objets qui sont les boîtes de carton, c'est comment utiliser ce matériau et le faire repartir vers une origine perdue dans un geste qui est un peu, voué à l'échec, puisque évidemment, ça ne redeviendra jamais des forêts. Donc elles redeviennent ce qu'elles ont été par le symbole. Et ça, c'est vraiment le début du travail. Et puis à partir de cette forêt qui est le sujet fondateur du moment où je pense que je peux commencer à montrer mon travail, puisque jusque-là, j'avais un peu plus de mal à le montrer, je ne me sentais pas complètement prête. Il y a vraiment l'idée d'une promenade où on est dans le bois, on sort du bois, on va vers la grotte, je convoque un petit peu cette idée d'architecture archaïque, architecture primordiale, et puis on regarde, donc la forêt, ce serait la colonne, le pylône, et puis la grotte, c'est la voûte, c'est le toit, et voilà. Et donc il y a ces deux formes comme ça archaïques, et puis comment ensuite on va arriver vers l'extraction, la coupe, et puis on va vers l'architecture, vers le jardin, et jouer toujours sur cette question de trouver la ligne d'équilibre qu'il faudrait avoir entre notre besoin d'extraction, de transformation, et puis comment en fait la nature va le coloniser. Et il y a toujours cette ambiguïté dans l'œuvre, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel moment on est en fait. Est-ce qu'on est à un moment heureux où on est dans une belle symbiose, un joli équilibre, ou est-ce qu'au contraire on est en train de basculer vers un moment où finalement la nature reprend ses droits, ou alors l'architecture colonise trop la nature. Et il y a toujours cette question comme ça de mouvement et de basculement possible d'un état à l'autre que j'aime raconter dans mon travail. Il était dès le départ dans le travail, mais d'une façon qui n'était pas militante, mais qui était extrêmement pratique. Et qui est intéressante aussi parce que j'étais dans un moment où j'avais envie de commencer à produire des œuvres beaucoup plus grandes, mais je n'avais pas les moyens financiers de produire ces œuvres, parce que j'avais commencé à faire une sculpture en résine, mais donc je suis partie dans une espèce d'usine, je me suis fait un petit coin dans un... Enfin, et j'arrivais pas à produire les œuvres que je voulais produire, et quelque part pour moi le carton c'était la liberté, parce que c'était un matériau qui d'une certaine façon devenait comme le crayon et le papier. L'idée qu'en fait les moyens ne doivent jamais être un frein à la création, et qu'en fait c'est un faux prétexte quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Que finalement, si on attend d'avoir tel et tel et tel moyen pour pouvoir faire, parce que on peut attendre toute sa vie. Donc quelque part, si on a envie de faire, il y a des matériaux. En fait, et donc cette idée de recyclage, elle vient de l'idée que des matériaux dont personne ne veut, donc le rebut, le déchet, il y en a des tonnes et des tonnes. Et si on prend du temps et qu'on veut le transformer, ben on a de la matière pour faire des œuvres, en fait. En soi, ce n'est pas un problème. C'est une question de temps et de changer le rapport à la transformation de ce matériau. Et par ailleurs, il se trouve que le carton, ce n'est pas un matériau qui est venu totalement par hasard, parce que la façon dont il est construit, c'est une stratification, et il se trouve que les œuvres que je veux représenter fonctionnent sur la question de l'empilement. Que ce soit l'empilement des arbres dans ce qu'on appellerait un haut relief, parce que le bas relief est censé être sculpté dans du modelé, donc il y a un fond, mais le haut relief, c'est justement cette accumulation, cet empilement, ou que ce soit dans la question de la roche, de la stratification ou de l'architecture, où là, les couches de carton sont utilisées dans l'empilement les uns sur les autres, et il n'y a plus d'air, mais il reste quand même cette idée de couche. Et c'est vraiment une vision stratigraphique qui se retrouve et dans l'idée de la forêt et dans l'idée du minéral, puisque cette couche, cet empilement, ce temps sédimenté qui s'accumule, c'est des choses qui me fascinent pour de nombreuses raisons. Et il se trouve aussi que symboliquement, la forêt, c'est également ça, puisque c'est un dessous-dessus. Et à autant sous nos pieds dans l'invisible
que au-dessus de nos têtes, et là aussi au-dessus de nos têtes, il y a une part des choses qui s'y passent qu'on ne voit pas. Donc on est aussi dans cette idée de sur quoi on marche en fait. Et ça, c'est des choses qui restent très profondément intégrées dans le travail. Et le carton est justement un matériau qui fonctionne exactement sur cette chose-là. Et par ailleurs, après, à force de le travailler dans des gestes aussi parfois qui sont le même différent, puisqu'il y a un geste qui se répète mais qui change en permanence, il y a aussi la joie pour un sculpteur de travailler une matière qui ensuite, en sculpture, va contenir sa propre ombre. Et alors là, c'est une chose très spécifique. C'est-à-dire que quand on commence à travailler une sculpture, on travaille sur du volume, en 3 dimensions évidemment, et une part de ce qui va faire vibrer la matière, ou en tout cas la représentation, parfois il y a de la représentation, parfois il n'y en a pas, c'est la façon dont la lumière se dépose sur la sculpture et les ombres qu'elle crée. C'est ce qui dramatise l'objet en fait. Et la question de la surface. Or le carton, c'est une matière qui contient sa propre ombre, puisqu'elle est alvéolée. Donc par exemple dans le bas-relief, pour faire apparaître un motif de façon plus saillante, et parfois on fait des trous qui sont en fait juste là pour définir un motif, mais qui ne représentent rien, et qui vont utiliser l'ombre comme on utiliserait l'ombre crayonnée, mais à travers la question de l'ombre portée et de la lumière. Et donc ça, il se trouve que le carton a déjà cette propriété, et du coup, ça permet de travailler une matière qui vibre sous l'œil, en fait. Et en fonction de la façon dont j'utilise la strate contre l'alvéole ou dans le sens de l'alvéole, ça crée à nouveau des choses. Et la façon dont j'écrase, ou je ponce, ou j'obstrue à certains moments, cette ombre ou pas, tout ça, ça crée des vibrations sur la surface qui sont devenues des choses que j'aime vraiment profondément travailler. Dans le cas des forêts, il y a vraiment cette histoire de boucle, mais comme j'utilise aussi ce matériau pour d'autres types de représentations, on peut dire que, où là, on pourrait aussi partir aussi sur la question de la maquette, du projet, de l'œuvre en devenir finalement, parce que ce matériau aussi raconte quelque chose d'un peu impermanent, éphémère ou transitoire. Mais en tout cas... c'est vrai qu'on redonne vie, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est aussi parfois beaucoup méfié des artistes, et notamment des peintres. Chez les Grecs, par exemple, la peinture, les philosophes n'aimaient pas les peintres parce qu'ils estimaient qu'en fait, ils représentaient du faux et de l'artifice, et que c'était pas la vraie vie, et que c'était... Voilà, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on est en train de représenter. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on représente, on le représente pour nous. Enfin, pour nous, humains. Quand on prend du carton qui vient de la forêt et on en fait une forêt, nous la percevons comme une forêt. Mais évidemment, ce n'est pas une forêt. Et toutes les œuvres d'art ne sont jamais ce qu'elles représentent. Jamais. Ni même une peinture, ni même une sculpture. Donc, on y arrive... En fait, on n'arrive jamais à redonner la vraie vie, mais à travers cet artifice, on se relie à ces choses dans le vrai. Donc, on a besoin du faux pour se relier au vrai. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Baudelaire. Donc, je suis très à l'aise sur cette citation. Et je pense que ça fait partie aussi d'une grande joie et d'un grand plaisir qu'on a de se jouer des illusions. C'est quelque chose qui est très présent et dans le théâtre et dans l'art, et on aime ce jeu et cette illusion, et il ne faut absolument pas bouder ce plaisir et cette envie de merveilleux un peu, et de fausse peur, et parce que tout ça, ça s'arrête, c'est pas vrai. Donc on peut tout jouer dans ces peurs-là. J'ai un rapport aux œuvres d'art qui est très contemplatif, et ce sont souvent les œuvres que je préfère, c'est celles devant lesquelles je m'arrête et que je contemple. Et je peux contempler beaucoup de sortes de choses. Et donc moi, ce que je veux, c'est créer potentiellement de l'attention chez celui qui vient voir
Alors il partira avec ce qu'il a envie de penser sur l'œuvre. Mais pour créer cette attention, je passe sur la question du détail. Parce que la profusion de détails permet à l'œil de vagabonder dans l'œuvre, et quand on voit quelque chose, on se déplace, on déplace les yeux, on regarde autre chose et on a perdu le premier détail qu'on regardait, on ne le retrouvera pas mais on vient d'en voir un autre. Et donc cette profusion, c'est à la fois tout est là sous nos yeux et en même temps ça crée aussi une forme d'invisible parce qu'on ne peut pas être dans le tout voir, il y a trop. Et pourquoi j'ai envie d'insister sur cette question du détail et de la répétition? C'est parce que j'éprouve moi personnellement un vertige dans la nature à observer la quantité de mèmes différents. Donc on va partir juste par exemple de l'herbe. Si on s'assoit dans l'herbe, c'est des millions de milliers de milliards de brins d'herbe, le même différent. Et si on parle de nous deux, c'est pareil. Et donc cette façon qu'a le vivant et la nature et le monde de créer une profusion de mèmes différents est vertigineuse. Et elle s'approche de l'infini. Et elle s'approche de l'infini de l'espace, mais elle s'approche aussi de l'infini microscopique. Et on a cette vision comme ça que nous a amené aussi la science, qui est à la fois ce qui a figé le sensible, mais qui aujourd'hui aussi nous donne la possibilité de le connaître, c'est justement de rapprocher le microscopique au macroscopique et dans deux versions à deux endroits du monde différents, mais qui sont dans exactement les mêmes processus, c'est-à-dire une profusion de choses qui ne dureront pas et qui sont presque jetées comme ça, et certaines perdureront, d'autres pas. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons pouvoir perdurer avec la façon dont on habite cette terre qui, elle, va durer. Elle n'est pas en danger. Donc, c'est ça, vous me posez la question des enjeux d'aujourd'hui, ben ça, c'est un des enjeux primordiaux. Donc, finalement, si on n'arrive pas à perdurer dans la façon dont on habite cette terre, on se perdra nous, on va entraîner des espèces animales, végétales et autres avec nous, mais d'autres espèces, elles, dureront, s'adapteront mieux, et la Terre, elle est absolument pas en danger. C'est notre place sur la Terre, donc il faut aussi recentrer notre propre place, puisqu'il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, on doit prendre du recul pour comprendre quelle est notre réelle place dans le monde vivant, et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas centrale, et au contraire, on sait clairement tirer une balle dans le pied, c'est évident. Donc tout ça, voilà, ça raconte ça. Donc évidemment, ça fait un long détour par rapport au travail, mais cette question de l'attention à cette profusion, à cette répétition, c'est une façon aussi de pouvoir se concentrer sur le détail et sur l'infini. Ah bah, je pense que c'est fondamental, mais surtout c'est ce qui permet la curiosité. Et si on est curieux, on ne s'ennuie jamais. En fait, on ne peut pas être malheureux si on est curieux, parce que voilà, une chose en entraînera une autre, c'est certain. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a moins d'attention. On a moins d'attention parce que certaines choses sur lesquelles il fallait avoir énormément d'attention ne sont plus des enjeux de vie ou de mort. Reconnaître un fruit empoisonné entre un fruit comestible, à un certain moment, pour certaines personnes, encore aujourd'hui, c'est un véritable problème. Pour la plus grande majorité de l'humanité, ça n'en est plus un. Donc, quel est le besoin d'attention pour distinguer ce qui est, ne serait-ce que la chose la plus basique, ce qui est comestible ou pas? Une partie des choses, on n'a plus besoin de savoir si c'est comestible ou pas. En plus, maintenant, on a la chaîne du froid. Donc, je veux dire, même là-dedans, tout ça, ça a évolué. Donc, et au fond, on a aussi, on ne peut pas complètement se le reprocher, puisqu'on a aussi une façon, en tant qu'espèce, d'être un peu utilitariste. Et donc, on s'attarde sur les choses qui nous semblent essentielles à une survie ou un confort immédiat. Et voilà. Mais en tout cas, se relier à la beauté du monde et à son côté
comme ça, tellement magnifique. C'est quelque chose qui a toujours eu lieu, et puis on trouve de grands récits de toutes les époques, d'émerveillement. Donc ça, je crois que ça n'a pas disparu. Je ne crois pas du tout que ça a disparu. Moi, je dirais en fait deux choses. Je dirais que les artistes sont artistes, mais peuvent être citoyens et avoir envie, d'un point de vue personnel, de militer, de s'engager. Et ça, c'est vraiment chacun comment il sent son envie d'engagement ou pas. Donc il y a des artistes qui seront engagés et il y en a qui ne le seront jamais, parce que ce n'est pas leur tempérament. C'est la première chose. Et la deuxième, je dirais que ce qui est certain, c'est qu'on doit se poser la question collectivement de comment on va produire nos œuvres, les artistes, mais tout le monde en fait, comment on va produire le monde. Ça, on est un peu obligé de se poser cette question et on ne peut pas l'éviter, ce serait trop facile, mais on ne peut pas. Par contre, je ne crois pas qu'on doit s'imposer quoi produire. Et je pense que la liberté des sujets des artistes doit être absolue et totale. On n'a pas envie d'uniformité et on n'a pas envie d'uniformité dans l'art non plus. Et donc si à un moment, les seules expositions qu'on va réussir à monter, à financer, à faire voyager sont forcément liées à l'écologie, on va appauvrir les sujets des artistes parce que les pratiques artistiques ne vont pas toutes concerner l'écologie. Maintenant, évidemment qu'il faut qu'on soit tous conscients de ce qu'on est en train de faire, de comment on produit, et on a perdu le temps de l'innocence en fait. C'est clair qu'aujourd'hui, on se dit « Ah ben, je vais faire un truc en résine ». Oui, d'accord, mais alors, quelle résine, comment, combien? Si je le fais, d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais à côté qui peut me permettre de faire un truc en résine, mais à côté, pas du tout? Enfin, voilà, évidemment qu'on ne peut pas contourner ce problème. Ce problème, il concerne tout le monde. Donc, on a un besoin de responsabilité par rapport à la façon dont on produit, mais surtout pas d'uniformité dans le sujet. Et voilà, ce qui est intéressant, justement, dans les pratiques artistiques, c'est qu'il n'y a plus justement d'académisme. Donc l'écologie ne doit pas devenir un nouvel académisme de l'art, sinon ce serait terrifiant. Mais ça n'arrivera pas, donc, puisque les artistes ont des pratiques très diverses et foisonnantes. Évidemment, il y en a de nombreux, et en plus, moi, je ne suis vraiment pas du tout une artiste de Panthéon. J'ai du mal à mettre comme ça des figures qui seraient celles qui. Mais il y a quand même un livre en particulier que j'aime citer et parfois que j'ai utilisé dans mon travail et qu'on relit beaucoup heureusement aujourd'hui, qui est Une chambre à soi de Virginia Woolf, puisqu'il s'agit directement de la problématique du lieu pour travailler et notamment pour les femmes. Et c'est un livre que j'ai eu la chance de lire très jeune, qui est un peu l'être un jeune poète pour les filles, parce que ça nous est beaucoup plus utile à nous, les filles, de lire ça. Et c'est vrai que je l'ai lu jeune, et ça m'a tout de suite ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait, et en tout cas moi j'en avais besoin, que j'ai toujours un espace qui soit dédié au travail. Il y a des gens qui aiment travailler depuis chez eux, qui mélangent la vie et le travail. Moi, au contraire, j'ai besoin de faire une scission. Et beaucoup de femmes ont du mal à faire cette scission. Et justement, Virginia Woolf, elle parle de l'ange du foyer, qui est un ange, mais en même temps qui vous dévore et vous ressuce vers les questions domestiques. Et pour une jeune femme, et une femme en général, cette frontière qui permet la création, moi, je l'ai toujours recherchée. Et j'ai eu des ateliers, j'ai un atelier plus grand aujourd'hui, j'ai eu des ateliers qui étaient tout petits, ou qui étaient sans fenêtre, ou avec des fenêtres, ou avec du froid, ou avec du chaud, mais toujours un espace qui était uniquement dédié au travail et qui n'était pas traversé par la vie amoureuse, ou des enfants, ou domestique. Voilà. Elle cannibalise un peu, de plus en plus, parce que c'est vrai que le rapport que j'ai au travail a changé avec le temps, et il est devenu de plus en plus dévorant, parce que je travaille beaucoup plus qu'avant, mais parce que à chaque fois que j'ai un rêve et que j'ai envie de le faire, et puis que j'arrive à le faire,
du coup, j'ai l'espoir que mon prochain rêve, je vais peut-être réussir aussi. Et du coup, ça m'habite et ça me tire toujours plus vers le travail parce que parfois ça marche. Donc, parfois j'ai une idée et puis j'y arrive. Alors, je me dis, waouh, c'est génial. Donc, si ça se trouve, je vais réussir à faire ça aussi. Et alors, ça me donne envie de continuer, d'en faire encore plus.